Bah, écoute, toi, Salut. si tu veux commencer, il n'y a pas de souci, hein. C'est toi qui gères. C'est moi qui gère. Alors, je peux me présenter pour. Bon, il y a ceux qui me connaissent, donc voilà. Tant qu'il n'y a pas de questions, c'est à moi de prendre la parole. C'est toujours un peu bizarre de se dire, on parle de moi. Je pourrais vous parler de ma trouilloteuse à la place. Je pourrais passer 2 heures sur ma trouilloteuse. À quel point La elle est importante, et je trouilloteuse. déconne qu'à moitié parce que quand j'écris des bouquins, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Je fais généralement des classeurs documentaires. Donc voilà la trouilloteuse. Et voilà, il se dit, Florian, mais c'est qui ce mec? Il est complètement fou. Il va nous parler de sa trouilleuse. Et donc, je fais généralement des classeurs, voire plusieurs classeurs pour chaque bouquin, où je mets en fait tous les documents qui vont m'être utiles. Donc, tout ce que je trouve Ah comme oui. info, les fiches personnages, etc., etc. Voilà. Et donc, je mets tout ça là-dedans. Donc, je présentais qu'à moitié, je passe en amont de l'écriture beaucoup de temps à trouilloter. Voilà. Donc, c'est pas qu'une blague. Ah, quand même, hein. Merci Valérie. Chapeau bas Bug pour plus le rien dit manuel du Christine. serial killer. Merde. Il y a Christine. Ah, non. Le poinçonneur des lilas, ouais. Je ne sais pas si c'est des lilas, mais le poinçonneur du polar, on va dire. Mm. Ah, parce que tout le monde Et nous C'est entend, c'est- il c'est nous fou comment voit. ça peut paraître, mais sans trouilleuse, je ne sais pas ce que je deviendrais. Tu vois, La c'est un trouilleteuse. outil Tu vois, essentiel. En blague à part, donc, à part trouilleuse, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc auteur de plein de choses différentes. Pas que de la fiction, d'ailleurs, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Voilà, et je me suis d'ailleurs fait peur il y a quelques jours parce que j'ai fait l'inventaire de tout ce que j'avais publié sous toutes mes identités depuis maintenant 17 ans, presque 17 ans. Et je me suis fait une peur terrible. Je me suis dit, c'est pas possible d'avoir fait tout ça. C'est à la fois inhumain, un peu con. Enfin, c'était un peu la condition de ma survie aussi en tant que personne qui prétend de vivre que de sa plume. Mais bon, ça m'a filé un peu le vertige quand même. Donc, pour la fiction, j'ai en gros 3 identités principales. Désolé à ceux qui entendent le discours pour la énième fois et qui connaissent déjà ça par cœur. Il y a Frédéric Mars ou Fred Mars, pour on va dire peut-être la plus connue, j'en sais rien d'ailleurs, mais en tout cas celle des trois qui a démarré, sous laquelle je fais plutôt des thrillers politiques, géopolitiques, plutôt d'action, avec du terrorisme, un peu tout ça mélangé. Donc voilà. Euh, alors, je n'ai pas retrouvé les marcheurs que j'avais il y a quelques jours sous la main, donc je ne sais pas où il est passé. Mais on va dire que le dernier né est celui-ci, qui, pour faire un clin d'œil ouais. à Florian, se passe en grande partie à Marseille. Les quartiers Voilà, le nord, ouais. Havre, que je pourrais pitcher tout à l'heure. Ma deuxième identité principale, on va dire, est celle-ci, Malo, qui en fait devrait se prononcer Malo, puisque le haut barré dans les langues scandinaves se prononce une espèce de OE, un peu Hmm. indécis, on va dire. Donc voilà, donc le premier de cette série de ce flic qui s'appelle Hanak Adriensen, s'appelait Hanak, alors ça s'écrit Kanak, mais ça se prononce Hanak. Vous avez vu que c'est un très joli palindrome. Donc la langue Hmm. inuit qui s'appelle alors, originellement l'Inuktitut, mais actuellement le Kalaalleq-Sut, qui est la version normalisée, on va dire, standardisée par les Danois, a énormément de palindromes, le plus connu étant kayak, bien sûr. Mais voilà, donc pour rappel, un D'accord. palindrome, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Voilà. Le deuxième de cette charmante série s'appelle Disco, sorti l'an dernier, qui sortira en poche le 28 mai, en même temps que le tome 3, que je n'ai pas, que fait mon éditeur, on se demande, qui s'appelle donc Nuuk. Nuuk est le nom de la capitale groenlandaise. Voilà, donc vous l'avez compris, en gros, l'idée de la série, alors, une des idées, hein, pas la seule, j'espère, c'est que chaque tome a pour titre le nom d'une localité ou Hmm. d'un lieu dit précis au Groenland. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un qui connaît un peu le Groenland m'a fait la remarque il n'y a pas longtemps que je risquais de vite faire le tour. Il ne fallait pas que je fasse 200 bouquins de cette série Ah parce que oui, tout simplement, il n'y a pas assez de communes au Groenland. Au Groenland, quand d'accord. on fait le tour et des grandes villes, enfin grandes, c'est un grand mot, hein, la plus grande a 17 000 habitants, mais des villes principales, on va dire, Ouais. et des petites communes, de tête, j'ai peur de dire une connerie, mais on doit être autour de 25 ou 30 localités. Donc c'est rien, c'est que Ouais, dalle en donc fait. c'est peu, ouais. Ouais. Voilà, donc il faut pas que faut que je me dise que je peux pas faire une série infinie comme ça. Pas trop long, Valérie quoi. me demande,
Du coup, excuse-moi Florian, je garde mes Non, non, vas-y, habitudes. Je vas-y. voulais peut-être parce que je vois une question de Valérie. Les pseudos sont-ils indispensables lorsque l'on veut changer de registre? Alors, question éternelle qui revient à dire pourquoi je prends des pseudos. Euh, oui et non. C'est-à-dire, sur le principe, non. Finalement, rien ne m'oblige ou devrait m'obliger à prendre des pseudos tant que les lecteurs me suivent, tant que. Et je te dirais même que c'est un. Comment dire? Il y a un effet brouillage dans le fait d'avoir plusieurs identités qui m'a souvent un peu pénalisé, dans le sens où les gens ne savent pas, enfin, des gens découvrent tardivement que je suis machin, machin et aussi machin, donc je parlerai des autres machins après. Euh, et, et finalement, les lecteurs souvent aiment bien avoir une sorte de fidélité à un auteur quand ils ont bien aimé, s'ils ont bien aimé, s'ils ont détesté, ce qui doit arriver, hein, avec mes bouquins comme ceux des autres, s'ils ont détesté, la question ne se pose pas, mais s'ils ont aimé, ils aiment bien retrouver la patte potentielle de l'auteur et donc te suivre. Donc quand tu changes, bah, tu risques de les perdre, tout simplement. Les gens ne savent pas forcément que tu as écrit tout ça par ailleurs, et le temps qu'ils le sachent, bah, tu peux en perdre. Donc voilà, et ça répond que partiellement, et pour vraiment répondre à la question de Valérie, moi, ça m'a toujours été non pas imposé, mais fortement suggéré par les éditeurs. C'est plutôt les éditeurs qui, eux, estiment qu'effectivement, quand tu touches à plusieurs registres, tu ne peux pas garder la même identité. Voilà. Et comme effectivement, j'ai touché à des registres très, très variés, pour ne pas dire très antagonistes, voilà, de leur point de vue, ça ne le fait pas. Alors, ça ne le fait pas, c'est aussi pour ma troisième identité principale. Je disais tout à l'heure que je m'étais fait peur en faisant le tour de tout ce que j'avais écrit. J'ai donc calculé que j'avais eu 9 identités différentes au total. Alors, pour certains, ça a été one shot, hein. Pour certaines identités, je n'ai écrit qu'un seul bouquin euh, sous cette identité-là, mais au total 9, ça fait pas mal. Et la troisième autre principale, je ne vous ferai pas je vous infligerai pas de vous raconter les 6 autres, mais la troisième principale, c'est donc Emma Mars, voilà, une femme, qui a écrit notamment 2 trilogies principalement, on va dire. Celle-ci qui s'appelle Hôtel Chambre 1, 2 et 3, voilà, qui est une espèce de saga familiale avec du suspense et pas mal d'érotisme. Et puis celle-ci, où il a un peu de cul aussi, mais qui est surtout une saga historique qui se passe à Venise au XIVe siècle, mais où il est question du Castelletto. Qu'est-ce que le Castelletto? C'était le bordel public de la République de Venise. Parce qu'à ce moment-là, Venise avait les D'accord. caisses un peu vides, il manquait cruellement d'argent, et en l'occurrence, ils se sont dit qu'un bon moyen de les remplir, c'était tout simplement comment dire, de taxer la prostitution. Et le meilleur moyen de la taxer, de contrôler tout ça, c'était d'enfermer toutes les prostituées dans un périmètre donné. Donc, ils ont en quelque sorte cloîtré, privatisé tout un quartier de Venise qui est à côté du Rialto, du Rialto tel que vous le connaissez, le fameux pont du Rialto. Ils ont enfermé toutes les prostituées dedans et ils ont taxé, voilà, fortement. La Et vache. ça a marché, ça a rapporté plein de fric à l'époque. Mais vous pouvez imaginer que ça a aussi créé quelques remous avec l'Église, avec les clients des prostituées, ou pour les prostituées elles-mêmes, qui se sont retrouvées en quelque sorte en prison du jour au lendemain. Enfin voilà. Donc D'accord. ça raconte ça. Voilà. D'accord. Voilà un peu l'étendue, on va dire, de mes activités. Et puis je disais que je faisais pas que du roman. Je fais aussi des choses qui ne sont pas de la fiction. Et je donne souvent cet exemple parce que c'est à la fois le plus récent, et puis pour dire les choses, un de ceux dont je suis le plus satisfait, pour pas dire fier, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup, qui est aussi chez La Martinière, qui est l'éditeur de mes mots Malo. Voilà, ça s'appelle Cartomania. Et bien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans 2 secondes. Pour faire simple, en 2 secondes, c'est un atlas de culture générale. C'est-à-dire qu'en gros, en 100 cartes, ça vous donne une sorte de best-of de ce qu'il faut savoir en culture G, quoi. Alors, je vous donne D'accord. 3 exemples, vraiment complètement au pif. Cette carte en double page vous montre tous les principaux observatoires et bases spatiales qui existent dans le monde. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Pouf, voilà. On voit Si un je vais un petit peu peu, plus loin, ouais. c'est peut-être mieux. Voilà. Ah oui, quand Euh, même. Autre C'est exemple au original, ça. pif. C'est ce qu'on appelle, enfin, je montre quand même un autre exemple pour que ce soit peut-être plus probant. Best-seller, c'est pays par pays les bouquins qui se sont le mieux vendus dans l'histoire de l'édition, quoi. Voilà. Voilà, évidemment, pour la France, c'est le Petit Prince, hein, de mémoire. Ce qui est dingue, c'est qu'à force, je me souviens de pas de données par cœur. Sans vérifier, c'est 145 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le Petit Prince, donc c'est un truc de fou.
Ouais. Voilà, là, c'est par exemple les grandes universités du monde avec à chaque fois le nombre d'étudiants qu'il y a sur le campus. Enfin voilà, donc ça se feuillette, c'est ce que je disais à l'instant, c'est ce qu'on appelle un coffee table book, littéralement un livre de table à café, de table basse. Donc c'est le truc qu'on laisse traîner chez soi. Ça se lit pas comme Ouais. un roman de A à Z, mais on picore. Que On tu peux. peut parfois aussi appeler ça un livre de chiottes, hein, dans le sens où ça se met aux Ouais, tu le toilettes feuillettes de temps en temps, et quoi. en 5 minutes, on en lit quelques pages. Voilà, c'est typiquement ce genre de bouquin, mais moi j'adore ce genre de livre qui n'est pas une spécialité française, c'est un truc très anglo-saxon d'habitude. Mais moi, ça m'amuse d'essayer de taquiner les anglo-saxons, alors évidemment avec moins d'audience, mais sur leur propre terre. Voilà. Voilà en Ouais, comme... gros tout ce que je peux, moi, faire voilà, comme type de choses. Ah, du coup, ben, je te laisse peut-être choisir, du coup, Florian, parce que je vois qu'il y a le truc qui Non, il n'y tombe. a pas Donc, de souci, hein, parce que comme dit Nathalie, c'est vrai que ça doit être hyper intéressant comme livre. C'est original. ben, je te dis, enfin, moi, par exemple, tu vois, je l'ai mis entre mains de gamins, y compris les miens. Alors, j'en ai un grand, bon, voilà, mais j'en ai un qui est plus ado et en fait, il y a passé vachement de temps parce que ça titille la curiosité, tu vois ce que je veux dire. Alors, il y a des Ouais, trucs bien plus sûr. légers, il y a des trucs un peu chiants, mais il y a toutes les coupes du monde avec qui a gagné, qui était en finale, le score de la finale, des trucs comme ça, Ah quoi, ouais, tu mais vois. Donc, c'est donc, donc, la voilà, culture générale. alors je te laisse piocher. Alors, il y a une question de Valérie Régnier qui demande si tu as un Ouais. registre que tu préfères ou qui te semble plus facile. Écoute, il y en a dans lequel je me sens plus à l'aise, ouais. Bon, alors, on va peut-être me dire que non, mais moi, effectivement, le polar et le thriller, globalement, je m'y sens plutôt bien. Et puis, il y a effectivement j'allais dire l'érotique, mais moi, je fais pas de l'érotique gonzo, c'est-à-dire que c'est pas un enchaînement de scènes de cul, hein, soyons clairs, c'est que moi, l'érotique ne m'intéresse que s'il y a vraiment une histoire, s'il y a une vraie relation entre les personnages, si c'est juste faire l'équivalent de YouPorn en version bouquin, je ne vois pas trop l'intérêt. Hmm. Mais à ces conditions-là, c'est effectivement un domaine dans lequel je me sens assez dans mon élément. J'aime bien écrire ce genre de livres. Et alors, c'est bon, on pourra peut-être en reparler. C'est des bouquins pas évidents à vendre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je les ai tous publiés sous des pseudos féminins, parce que, en tout cas, aujourd'hui, de nos jours, il y a eu de grandes époques, comme vous le savez, à commencer par Sade, où les auteurs d'érotique étaient des hommes. De nos jours, c'est des livres qui sont achetés essentiellement par des femmes et qui sont donc, pour qu'ils soient tolérés par les lectrices, doivent être perçus comme écrits par des femmes. Voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais Ouais, bien sûr, je comprends voilà, tout à fait, ouais. les femmes ont du mal à imaginer que Ça soit un un auteur homme, masculin puisse avoir une vision juste de ce qu'est la sexualité féminine. Voilà. Elles ont peut-être pas tort bien sûr. d'ailleurs, mais bon. Mais voilà. Raison pour laquelle, quand c'est écrit par un homme, c'est tout de suite un peu suspect, on va dire, sans jeu de mots, d'un point de vue féminin, et donc sans doute que ça marche moins bien. Que, voilà. Voilà, mais en tout cas, bon, pour répondre à la question de Valérie, voilà effectivement deux registres dans lesquels je me sens à l'aise. Et puis je ne sais pas si la question viendra, mais il y en a d'autres dans lesquels je me sens pas du tout à l'aise et que j'ai soit écarté après avoir essayé, soit je ferai jamais parce que je pressens que c'est pas mon truc, quoi. D'accord. Écris-tu un livre dans un genre puis un autre ou t'arrives-tu de lire plusieurs genres en même temps? Alors, Je sais déjà, pas ce que tu j'écris entends. jamais deux livres en même temps. C'est-à-dire que il m'arrive d'en préparer un pendant que j'écris l'autre, ou que je fais des recherches documentaires pour un autre. Je m'interdis jamais de prendre des notes parce que les idées viennent, on dit pas, oh là là, je les mets de côté, on verra bien. Non, non, évidemment, on se précipite pour les noter. Donc, quand des idées me viennent pour un projet que j'ai ou d'un nouveau projet et que je suis en cours d'écriture, je consigne tout ça, évidemment, prudemment et avec minutie. Mais par contre, j'ai besoin de m'immerger dans un sujet, et je pense que beaucoup d'auteurs sont comme ça, et que quand je suis en train d'écrire un bouquin, je suis complètement dans ce sujet-là, donc je ne peux pas en écrire un autre. Donc ça répond de fait à la question, c'est que non, je ne vais de toute façon pas écrire de bouquins en même temps, donc je ne vais pas être dans deux univers en même temps, et donc deux registres en même temps. Par contre, je peux, oui, effectivement, passer d'un polar à un roman historique, après de la romance, etc. Tant que c'est l'un après l'autre, et que j'ai un tout petit sas de décompression entre les deux, ça, en l'occurrence, c'est même plutôt bien, honnêtement. Moi, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai cette variété de production, c'est que moi, j'ai besoin de cette variété, euh, mais j'ai besoin presque physiquement. C'est-à-dire que quand j'écris deux bouquins d'un même registre l'un après l'autre, je, je dis pas que ça me saoule, mais
j'ai un peu du mal, quoi. Voilà, j'ai besoin de et même souvent, j'aime bien avoir un roman et puis un petit bouquin hors fiction entre deux, quoi. Ça m'aère un peu la tête. Voilà. Donc, Ouais. Tu n'as pas de domaine rédhibitoire. si, c'est ce que je disais, il y en a quand même que je ferai jamais parce que, Voilà. alors, je vais les citer. Il y a globalement tout ce qui est de l'ordre du fantastique, même si ceux qui me connaissent un peu bien savent que j'ai écrit un bouquin pour jeunes ados qui s'appelle Les Écriveurs, qui est dans un registre un peu fantastique. Mais globalement, c'est pas un domaine dans lequel je me sens naturellement très à l'aise. Et alors, à l'intérieur de ça, il y a même des sous-genres auxquels j'ai a priori, il ne faut jamais dire Fontaine, hein, mais a priori, je ne toucherai jamais, en particulier la fantasy, l'heroic fantasy. Alors ça, moi, c'est un truc, c'est pas du tout mon truc, ni en tant que lecteur, ni en tant que spectateur, ni en tant qu'auteur. Je pense que franchement, j'en ferai jamais, quoi. D'accord. As-tu un projet de roman en cours? Question de Oui, bah ça, Valérie. toujours. La réponse est toujours, c'est que comme ben, je vis de ça, inévitablement, je suis constamment sur un projet. Je dirais même que j'ai toujours deux, trois projets d'avance. Et il y a toujours un qui est en cours de chantier, et puis un, deux, trois, X autres qui sont dans les tiroirs, sous une forme déjà plus ou moins structurée. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure de la manière dont je travaille, dont je structure mes projets, mais euh, donc voilà. Oui, toujours un projet en cours, oui, toujours plusieurs dans le collimateur et qui sont à des stades de développement variés, quoi, enfin divers. Ça va de quelques lignes sur un doc Word à un synopsis déjà extrêmement détaillé, scène par scène, jusqu'à déjà des tonnes de documents accumulés, des tonnes de bouquins lus, Ouais. de documentaires regardés, etc., pour préparer. Voilà. Alors là, je suis sur un projet en plusieurs volumes, en plusieurs tomes, donc c'est un très gros projet, et donc où les tomes peuvent se lire de manière distincte, dans le désordre, et, et donc c'est sur des sujets connexes et en même temps un peu différents. Je ne peux pas en dire plus, donc c'est un peu, voilà, mais énigmatique, mais c'est ça. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en l'occurrence, là, je suis en train d'en écrire un, mais le suivant, qui fait partie de la même série, est sur comment dire, un domaine, enfin, voilà, ou un environnement, on va dire, assez différent, qui me demande beaucoup de documentation. Donc, j'ai déjà tout préparé. Le fameux classeur que je montrais tout à l'heure avec ma trouilleuse, là, j'ai déjà mon gros classeur pour ce tome suivant, déjà tout prêt, quoi. Voilà. Donc, quand Ouais. je disais Bien, tout à bien l'heure que fourni, quoi. ouais, ouais, bah oui, bah mais de toute façon, moi, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je fais pas ou peu de fantastique, c'est que le fantastique est par définition de l'imaginaire pur. Alors, je dis pas que j'en suis incapable, je dis pas que j'aime pas ça, mais je dis parce que, par exemple, j'aime bien la SF, donc c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de d'énoncer, c'est que je suis enfin, je suis pas un très grand connaisseur, mais je suis un lecteur de SF malgré tout. J'en ai lu pas mal, il y a des grands auteurs de SF que j'aime beaucoup, Asimov, Philippe K. Dick, etc. Euh, et, et- et pourquoi je dis ça? Parce que malgré tout, je constate que je ressens apparemment le besoin de travailler sur un matériau réel, quoi. Et donc un matériau à documentation. Ouais. Quand on écrit, bon, J.K. Rowling a écrit Harry Potter, oui, on a du sourcing, quoi. On sent bien que, il y a des contes et légendes, etc. Mais est-ce qu'elle a vraiment, elle, fait des classeurs? Je ne pense pas. Je pense qu'elle s'est contentée de ses souvenirs, d'un peu d'Internet, etc. Ouais. L'essentiel de ce qu'elle propose, c'est de l'imaginaire pur. Je veux dire, les noms, le vocabulaire, les sorts, machin, etc. C'est de l'imaginaire pur. Voilà, moi je suis pas voilà, dans ces mécaniques-là de structuration de récit. Et donc voilà. D'accord. Et justement, bah, d'où viennent tes inspirations? Des C'est voyages, super. peut-être que tu fais. C'est la question à 100 balles parce que, parce que bien souvent on ne sait pas soi-même. Et quand on sait, c'est jamais une source unique. C'est-à-dire que, alors si on parle de source au sens euh, idée de sujet, j'ai un peu ma petite théorie, mais qui vaut pour moi, et je ne prétends pas qu'elle vaille pour la Terre entière. Je pense que, euh, comment dire ça clairement, c'est bien souvent, j'ai l'impression, le sentiment, une première idée, mais qui en télescope d'autres. C'est-à-dire qu'on a une idée, juste un truc qu'on lit dans la presse, ou qu'on voit à la télé, ou qu'on chope dans un autre bouquin, c'est-à-dire qu'on tiens, c'est pas con ça, ou ça, c'est marrant, quoi, c'est étonnant, etc.
mais en soi, ça ne fait pas un sujet. Parce qu'il n'y a pas c'est la grande différence entre un thème et une histoire. Un thème, c'est un contexte thématique, c'est n'importe quoi, la police, voilà, ça, c'est un thème. Euh, une histoire, c'est un flic précis qui a un enjeu Ouais, précis, avec un but précis et qui a une adversité. Voilà. Là, on rentre dans une histoire. ouais, Donc, bien souvent, ce qu'on glane comme info, comme ce qu'on appelle une inspiration, c'est pas une histoire, c'est un thème. Euh, voilà, c'est je sais pas, le thème d'un trafic de drogue donné. Je prends un exemple au pif, quoi. Euh, et, et donc voilà, donc ce qui fait que le thème devient histoire, c'est très souvent quand ce thème ou ce sous-thème rencontrer un autre élément factuel, documentaire, et que là, ça se met à faire histoire. Voilà. La rencontre des deux se met à créer des enjeux, à créer du péril, à créer une forme de suspense, on va dire. Et voilà, là, il y a un début d'histoire. Donc, bien souvent, il faut sagement attendre que l'alchimie se fasse, quoi, que on consigne. Donc moi, je suis comme pas mal ouais. d'auteurs, je lis beaucoup, je copie, enfin je copie au sens où je, dans les magazines que je lis, par exemple, j'arrache beaucoup de pages, etc. Je compile tout ça. De temps en temps, je ressors. Puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais en faire, machin. Puis pouf, parfois, ça vient jamais. Et puis parfois, boum, Ouais, la fameuse, petite idée, quoi. le fameux se fait. Et en avant, une histoire commence, quoi. Voilà. Donc voilà, globalement, ce qui, moi, me semble. Mais je répète, hein, c'est Bien sûr. après avec les années d'expérience, euh, la manière la plus cohérente que dont je peux expliquer le mécanisme. Mais je pense que pour plein d'auteurs, ça marche différemment, hein. Sans doute, certains vont dire, bah, moi, je ne sais pas, ou si, je sais très bien, c'est en faisant exactement tel type de choses. Après, il y a même des gens qui estiment que il y a une forme, comment dire, que l'inspiration peut venir de choses qui ne sont pas de l'ordre comment dire, du matériau, mais presque de la gymnastique. Alors, ça va sembler un peu perché parce que je vois que Laetitia dit: «Ouh, je suis perdu», donc désolé si je t'ai perdu, Laetitia. Euh, Non, je disais encore il n'y a pas longtemps que c'est Nietzsche et je crois aussi Michel Houellebecq qui étaient d'accord sur un truc, c'est que marcher, le simple fait de marcher, euh, avait une espèce d'effet extrêmement stimulant sur l'intellect, sur le cortex, et faisait que c'était vraiment qu'en marchant qu'ils avaient des bonnes idées, quoi. D'autres vont dire que c'est en dormant, d'autres vont dire que c'est aux toilettes, d'autres vont dire que peu importe, mais voilà. Donc, et donc voilà. Donc, pour certains, c'est pas c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas tant une activité, enfin une source précise qu'une espèce de manière de mettre en scène son propre corps qui fait que une espèce de chimie du cerveau déclenche un truc, quoi. Voilà. d'accord, ok. Je salue Jacques-Laurent Amar qui vient d'arriver. Ouais, Coucou moi Jacques. aussi. Bon, Alors, il y a je le une... connais pas perso, Ah, c'est mais quelqu'un c'est de très sympa d'être. gentil. Une question de Rim. Qu'est-ce qui t'intéresse dans un roman historique, une période ou un personnage célèbre? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. C'est est-ce que quand moi je l'écris, c'est qu'est-ce qui m'intéresse de traiter c'est Bah, ça? l'ami, qu'est-ce qui t'intéresse dans un roman historique? Est-ce la période ou un personnage célèbre? Oui, Après, je sais pas d'accord. si c'est dans le moment. Moi, Je c'est pense que plutôt c'est la quand tu période. disais que tu lisais. Ouais. Oui, oui, d'accord. Euh, Moi, c'est plutôt la période qui m'intéresse. Enfin, plus que la période, c'est un contexte donné. Je prenais l'exemple de cette trilogie que j'ai écrite là, qui commence par, je remonte, La Belle de Venise. Et là, ce qui m'intéressait, c'est ce contexte très spécifique de Venise au XIVe siècle. Alors, pour la petite histoire, c'est une grande période de peste. Il y a eu deux grandes épidémies de peste dans ce siècle-là, le XIVe. La deuxième étant en 1361, si mon souvenir est bon. C'est à peu près cette période que je cite dans l'histoire. Et, euh, et donc voilà, donc c'est Venise endettée, la peste, une guerre contre les Turcs, la prostitution, des enjeux de pouvoir, enfin il y a tout, quoi. Enfin, je dirais que c'est magique pour un romancier parce qu'il y a tellement tout que c'est presque trop, quoi. Il y a surabondance de biens Ouais, pas dramatiques. mal de trucs. Ouais. Donc, c'est ça que je juge l'intérêt d'une période. C'est pas une période en tant que telle, c'est à quel point elle est chargée d'enjeux dramatiques potentiels. Voilà. À l'intérieur de ça, bien sûr, certains personnages historiques ayant existé sont plus ou moins intéressants. Et je fonctionne souvent, comme beaucoup de romanciers d'ailleurs, comme ça, c'est que je fais mon marché entre les personnages ayant existé qui m'intéressent,
Et puis d'autres que je crée évidemment toutes pièces main, mais j'ai écrit un autre roman historique qui est aussi en quelque sorte un thriller qui s'appelle Le sang du Christ, qui se passe à Jérusalem en l'an 30 de notre ère, donc voilà, quelques jours avant la crucifixion d'un certain Jésus. Euh, et, euh, et en l'occurrence, dans celui-là, je me suis vraiment éclaté parce que j'ai passé mon temps à vraiment mêler, à user de ce que j'appelle la porosité entre le réel et la fiction. C'est-à-dire que j'ai repris le best-of de toutes les scènes que vous connaissez des évangiles, quoi, les marchands du temple, l'entrée de Jésus en Jérusalem, etc., etc. Enfin, tous ceux qui ont une culture religieuse niveau Netflix, on va dire. Et en l'occurrence, j'ai mélangé ça avec une trame de thriller, quoi. Donc voilà. Donc, moi, j'adore ça, c'est-à-dire vraiment ce mélange entre ce que vous pensez connaître d'un fait avéré, d'un fait réel, en plus ou moins réel, en l'occurrence, s'agissant de cette période-là, mais euh, et des éléments de fiction, et que vous-même, en tant que lecteur, vous naviguez en permanence dans le doute entre qu'est-ce qu'il me raconte là? Putain, c'est troublant, quoi. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? Moi, j'adore jouer avec ça, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question sur Mais, la j'ai cru période. voir je crois qu'elle avait dû préciser pour l'écriture. Oui, Sinon, oui, il y avait une d'accord. autre Donc, question qui disait quand tu écris justement, c'est plutôt en ambiance calme, en musique, et si oui, quel genre? eh ben, c'est plutôt calme. Alors, désolé, du coup, ça ampute la deuxième partie de la question. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'un calme total, quoi. Enfin, s'il y a un vague bruit de fond au loin, c'est pas gênant. En l'occurrence, la campagne, moi, ça va. Je suis plutôt pas emmerdé. Mais voilà, et en maison, hein, donc ça va plutôt. Mais c'est vrai que non, ouais, moi, la musique, ça me déconcentre complètement. À D'accord. l'extrême limite, je pourrais supporter un vague fond de classique sans parole, enfin, sans chant, très très léger, etc. Mais pas plus, quoi. En revanche, quand j'ai fini ma journée, il m'arrive souvent ou avant d'écouter la musique parce que j'aime bien me dire que mes personnages peuvent écouter ça, ou que dans les endroits où ils sont, il y a tel type de musique, ou ça, voilà, c'est pas complètement déconnecté de l'ambiance musicale qui peut exister autour ou dans mes romans. J'avais même pour ce roman-là établi à la fin, je sais pas si mon souvenir est bon, une playlist. J'avais fait une biblio, j'avais fait une playlist. Ouais, elle est là. Tac. En gros, de musique que je conseille à écrire quand on fait l'amour. Voilà, pour dire les Ah, choses prosaïquement. faut que Voilà, je regarde. selon mes personnages, bien sûr. Mais comme mes personnages sont eux-mêmes persuadés qu'il y a des musiques qui sont plus adaptées que d'autres pour cette activité-là, j'avais trouvé ça amusant de le mettre à la fin de mon bouquin, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas D'accord. complètement déconnecté de l'impact de la musique sur l'écriture, mais moi, de manière très mécanique et scolaire, quand j'écris, j'y arrive pas, quoi. Voilà. Au calme, quoi. De même D'accord. que mais je suis très admiratif, hein, de même que je suis extrêmement admiratif des confrères et consoeurs qui peuvent écrire tous leurs bouquins dans le train, dans l'avion, dans le métro, dans un café, la tête à l'envers, un pied accroché, empalé, enfin tu vois, moi, Ouais, ouais, il moi y je en a peux que pas. ça. Il y en a Voilà, qui il ont y des en a qui sont rituels un capables peu dans toutes les spéciaux. conditions. Et je suis toujours admiratif, mais malheureusement pour moi, c'est pas mon cas. Ok. Es-tu auteur à plein temps donc question de Virginie Saralou. Es-tu auteur à plein temps ou est-ce ton métier? Je veux dire, est-ce ton métier en vétu? Ouais, bah oui, oui, je l'ai. Alors peut-être n'étais-tu pas là au moment où je l'ai dit, Virginie, mais oui, effectivement, je suis auteur à temps plein. Alors pas que de romans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Honnêtement, alors, des auteurs à temps plein qui ne vivent que de ça. Quand on dit vivre, désolé, je vais rentrer dans une considération un peu épicière, mais quand on dit vivre, c'est en gros à partir d'un SMIC, hein, donc des auteurs qui en vivent. Il y en a selon l'ex-AGESA, qui était il y a encore peu de temps l'organisme qui gérait comment dire, nos prestations sociales, pour dire les choses simplement, auprès desquelles les auteurs dits professionnels étaient inscrits. Il y avait en gros quelque chose comme 400 personnes qui vivaient absolument que de leur plume, au sens édition de livres, en France. Ça ne fait pas beaucoup. Et qui en vivaient vraiment correctement. Moi, j'estime que c'est entre 50 et 100 personnes, quoi. Et qui en vivent vraiment très bien, allez, c'est 10-15 personnes. Donc voilà, Ouais. donc, moi je suis plutôt 50 pour dire les choses. Je ne suis pas riche, mais j'en vis depuis tout ce temps-là.
mais ça suppose de pas mal bosser, quoi. Ça suppose de faire beaucoup de choses, d'écrire beaucoup de choses différentes. Voilà, les ventes de romans sont malheureusement, hein, c'est comme ça, c'est une réalité économique, mais c'est vrai pour tous les produits culturels, très concentrés sur un nombre assez limité de têtes d'affiche. Voilà, et donc comme pour au cinéma, il y a des films à 10 millions, puis des films à 2000 spectateurs, ben, dans l'édition, il y a un peu le même grand écart. Il y a de moins en moins, Ouais. malheureusement, je dirais l'intermédiaire, donc des auteurs qui vendent de quoi bien en vivre, mais qui ne sont pas des superstars. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, il y en a de moins en moins. Donc voilà, donc, sans jouer Cosette, hein, sans me plaindre, donc j'estime être très chanceux et très privilégié d'arriver depuis tout ce temps-là à continuer à en vivre, mais c'est pas si facile d'une part, et ça demande de faire voilà, pas mal de choix, de concessions, je n'ose pas dire de sacrifice, mais c'est un choix, c'est un vrai choix, quoi. Et comme tout choix, bah, voilà, ça suppose de s'asseoir sur certaines choses. Moi, je dis toujours que c'est un débat et un dilemme entre liberté et confort, quoi. Moi, j'ai fait le choix de la liberté Ouais. et de m'éclater à ce que je fais plutôt que le confort. Bah, voilà, j'en suis conscient Ouais. et tout va bien. Justement, ça peut peut-être faire la transition d'une question de Laetitia qui demandait si tu étais édité ou auto-édité. Non, je n'ai quasiment jamais auto-édité. Je l'ai fait qu'une fois parce que, en l'occurrence, alors justement pour la série jeunesse dont je parlais tout à l'heure, qui devait être une série, qui s'appelle Les Écriveurs, il se trouve que la maison s'est plantée, a été fermée au moment où, au début de la série, le premier tome était sorti, marchouillait gentiment, voilà, et je commençais à avoir un vrai petit public jeunesse qui se créait, et puis la maison a fermé. Euh, et moi, j'avais écrit le deuxième, quoi, il était déjà écrit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, voilà, pour vous donner un peu, et vous ouvrir un peu les coulisses de l'édition, quand vous avez une série comme ça, qui a déjà commencé chez un éditeur, à moins justement qu'elle ait marché au niveau d'Harry Potter, aucun éditeur qui va vouloir prendre, quoi. Parce Ouais, qu'ils ont déjà existé chez un autre éditeur, c'est voilà, c'est un peu, c'est déjà un peu gâché, on va dire, comme aurait dit ma bien grand-mère. sûr. Et donc voilà, donc c'est quasiment impossible à refourguer quelque part, et malgré tout, ça existait. Donc pour que les lecteurs du premier tome aient accès quand même à la suite, parce que j'avais quelques demandes, hein, j'avais pas des gens en bas de chez moi avec des fanions, mais enfin quand même, et ben voilà, j'ai auto-édité celui-là. Mais sinon, non, comment dire, le 100% des autres bouquins que j'ai faits ont été publiés entre guillemets à compte d'éditeur, comme on dit dans le métier. Mais je ne l'exclus pas. D'accord. En même temps, je vois bien, hein, il n'y a que deux cas de figure où un auteur auto-édité arrive à en vivre. Soit il n'était pas auto-édité avant et il s'est en gros constitué son cheptel de lecteurs un peu captifs en amont grâce au pouvoir et de conviction et de promotion d'un éditeur. Donc il a déjà un public et grâce à ça, il conserve un public. Deuxième cas de figure, euh, il, enfin, il a utilisé d'autres outils, il fait entre guillemets autre chose pour constituer un. Je dis ça parce que c'est des Instagrammeurs, Instagrammeuses qui ont un super public et puis tout d'un coup se mettent à écrire un bouquin. Euh, Ils étaient Instagrammeurs à succès pour autre chose, peu importe. Ils Ouais. sont, oui, effectivement, eux, je dirais qu'ils n'ont quasiment pas besoin d'éditeurs, quoi. Enfin, s'ils sortent un Ouais. truc, ils savent Ouais, ils ont leur déjà qu'il va public. y avoir 10-15 000 personnes qui vont avoir envie d'acheter leur truc, quoi. Euh, Quand on n'a pas ça, on a vraiment, si on veut être publié et en vivre, quasiment d'autres choix que de passer par les éditeurs. Voilà. Mm. Et justement, combien de temps en moyenne tu mets pour écrire un livre? C'est hyper variable, honnêtement, cette question, enfin, c'est très dur d'y répondre parce que il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est euh, le temps qu'on met à se documenter, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'écris des bouquins qui demandent souvent pas mal enfin même beaucoup de documentation. Donc ça peut être infini, ça peut être des mois, des années, voilà. Il y a la structuration du récit, de la narration. Moi, je suis un auteur qui a tendance à faire un plan, comme on dit, synopsis, script, scénario, appelle ça comme tu veux, mais voilà, donc À à trame. préparer en amont le développement de mon récit. Donc ça demande un certain temps aussi, hein, c'est de quelques jours, au mieux du mieux à quelques semaines, voire quelques mois. Donc, et puis après, il y a le temps de l'écriture. Alors, ce que je peux répondre, c'est sur le temps de l'écriture. Moi, je suis plutôt un auteur qui écrit relativement vite, trop vite, diront certains. Et donc,
voilà, donc pour un bouquin qui fait, pour dire quand même, donner une réponse, mais pour un bouquin qui va faire euh, entre 3 et 4, ouais, 300-350 pages, moi je vais mettre 3-4 mois, quoi. Voilà, un truc comme ça. Donc je suis plutôt un rapide, on va dire. D'accord. Je suis plutôt un rapide, mais il faut compter qu'il y a toutes ces étapes avant dont j'ai parlé en amont, quoi. Et qui comptent quand même dans le. Donc c'est long, hein, ça se fait pas comme ça. J'imagine, j'imagine. Il y a Valérie qui dit qu'il est agréable d'écouter quelqu'un d'aussi passionné par son travail. C'est gentil, merci Valérie. Voilà. De toute Une façon, nouvelle question de Christine. Pardon. oui, excuse-moi Florian. Non, non, vas-y, dis. J'allais juste te lire une question de Christine en dessous, Tomber, mais je mais la grille un peu. Je la grille un peu. C'est une question, c'est quel conseil donner à un auteur débutant? Et honnêtement, bon, c'est très présomptueux d'une part parce que, comme je l'ai dit, on a chacun notre méthode, chacun notre façon de faire. Il n'y a pas deux auteurs qui fonctionnent pareil. Et donc, je trouve toujours un peu suspect un auteur qui donne des conseils à un auteur, même débutant. Mais bon, pour malgré tout répondre à cette question qu'on ne pose pas, euh, je dirais que la passion, même si ça peut paraître très générique et un peu tarte à la crème, mais c'est sans doute le moteur number one. C'est-à-dire que, alors, je dirais, mais c'est même pas passion, c'est obsession. C'est-à-dire que quand on est auteur de roman, on pense à ça tout le temps, quoi. On a tout le temps des idées pour ça. La moindre chose qu'on voit, qu'on entend, qu'on lit, euh, devient un matériau, ou qu'on observe chez les autres autour de soi, devient un matériau à fiction. Voilà, donc c'est inévitable d'être passionné parce que c'est finalement c'est toute notre vie et toute notre vie et le roman, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais c'est que hmm, tout devient matériau à roman, quoi. Donc la vie devient passionnante, hein, rien voilà, moi je suis aussi un auteur qui a tendance à aller dans les endroits que je décris, donc assez souvent quand j'en ai les moyens et le temps, je fais les voyages qui correspondent. Et c'est vrai que c'est génial ça aussi, parce que faire un voyage purement touristique, c'est super, c'est chouette, mais faire un voyage en sachant que ça va servir à écrire un roman, c'est magique, parce que le moindre détail, la moindre pierre, le moindre bâtiment, le moindre truc qu'on bouffe, le moindre journal qu'on rapporte du pays en question, tout va être utile, quoi. Donc, bah, ça transfigure complètement ce qu'on voit sur place, quoi. Euh, oui, je te dis, c'est pour répondre à ce qui n'était pas une question, ce qui était une remarque, on est forcément passionné parce qu'une fois de plus, ça alimente, ça irrigue, ça innerve, je dirais. On parlait de système nerveux, comme on parlerait d'un système nerveux qui irrigue tout le corps, ça innerve absolument toute notre vie, quoi. Donc, ouais. Parce une que fois de plus, j'avais, il vaut mieux faire autre chose, quoi. parce que j'avais cru voir effectivement que tu voyageais beaucoup. Non, beaucoup, je dirais pas ça, je voyage de temps en temps. Malheureusement, j'ai pas les moyens et ni le temps de voyager autant que je voudrais, mais quand c'est vraiment nécessaire, je le fais. Alors, je le fais aussi parfois juste par plaisir, mais en tout cas, quand j'ai et qu'il se passe ailleurs qu'en France, ou même en France d'ailleurs, j'essaye vraiment d'aller sur place. Ouais. Pas D'accord. faire, mais vraiment, c'était contre ma volonté. C'est parce que j'avais soit, une fois de plus, pas les moyens, ou un combo des deux, D'accord. mais vraiment, j'essaye. Ouais. Il y avait une question tout à l'heure et ça pouvait rebondir sur ce que tu venais de dire par rapport aux écrivains qui pouvaient rebondir sur l'actualité. Est-ce que le coronavirus, le confinement, c'est des sujets qui pourraient t'inspirer justement? Ouais, alors je suis un peu. En fait, quand t'es auteur de roman, tu cherches plutôt le sujet que les autres ne traitent pas, plutôt que celui que tout le monde va traiter, Ouais. tu vois. Donc là, il est tellement, mais tellement traité par les médias. Enfin, on s'est à se demander quel sera le jour et l'heure du prochain JT à la télé où il n'y aura pas le mot coronavirus, quoi. Les paris sont Ah, ça pris, c'est hein. clair. Moi, je pense que ce sera dans 2 3 ans, tu vois. Donc, bon. Donc on va Je quand même pense, en ouais. bouffer pendant un certain temps. Donc, si tu veux, une fois de plus, quand tu es auteur, tu cherches plutôt le truc où personne ne s'est engouffré que le truc où tout le monde est déjà allé, quoi. Mm. Donc, non, et je pense que tous les auteurs te répondront la même chose. Ou alors, ils ont trouvé un angle ultra original, et tant mieux pour eux, pour le traiter. Mais sinon, non. Enfin, tu vois, non. Enfin, alors, il se trouve que ce que je suis en train d'écrire parle de phénomènes un peu globaux. Pas du tout de pandémie, mais de trucs un peu globaux. Donc voilà, on va dire que certaines réactions, certains comportements humains en temps de coronavirus sont pas totalement étrangers à ce que je suis en train d'écrire. Mais ça, c'est plus un matériau humain qui est assez générique, je dirais, et qui n'est pas que lié au
coronavirus proprement dit. Donc voilà. D'ailleurs, tu remarques qu'il y a plein de bouquins, de films, etc., qui avaient traité de pandémie, à commencer par évidemment le Pandémia de notre ami Franck Tillier, voilà, comment il s'appelle déjà le film de Steven Soderbergh, merde, Contagion, Voilà, si mon moi, souvenir est ouais. bon. Alerte avec de je ne sais plus de qui, quel cinéaste, mais avec Dustin Hoffman. Enfin, il y avait plein, voilà, des tonnes de sujets, enfin d'œuvres qui avaient pour sujet les pandémies. Il y en aura sans doute plein d'autres, mais moi j'attends de pied ferme hein, le truc qui sera vraiment bon à partir du coronavirus. Je pense que ça risque d'être des trucs franchement pas terribles, quoi. Voilà. Ouais. Mais je demande qu'à être contredit, hein. Mais Mm. moi, je vais pas y aller. Moi, je m'y risquerai pas. Tu vois, puis je vais dire un D'accord. truc. J'ai déjà tellement de projets en stock, d'idées Ouais. qui m'excitent infiniment plus, tu vois, que je vois pas Ouais, ou se pourquoi. concentrer sur tes projets. Ouais. Oui, c'est ça. S'inspirer de l'actualité, oui. Se faire Ouais. dicter ces sujets par l'actualité, non. Tu vois, voilà. En tout cas, D'accord. selon ce que je vois. Moi. Et justement, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu as réussi à écrire ou à lire pendant cette période? Bah, j'avais pas le choix, en fait. Ouais, c'est ce que tu me J'avais disais par message. Ouais. j'avais des impératifs voilà, de remise, etc. Comme je fais ça tout le temps, bah, voilà, comme un bon prestataire de service qui doit rendre des comptes à ses clients, j'avais des impératifs de remise. Donc j'ai pas pu me dire, allez, c'est bon, moi je m'arrête. Voilà, j'en ai même d'ailleurs pas les moyens économiques hein, pour rien me Mm. cacher. Donc voilà, donc j'ai continué tranquillement à faire ce que je fais tout le temps. J'ai même presque plus bossé que d'habitude parce que j'avais mes trucs engagés et puis j'avais tous les trucs qui se sont déclenchés parce que c'était le confinement et que des gens qui étaient chez eux et qui ne faisaient rien me sollicitaient. Donc voilà, donc j'ai presque plus bossé qu'en temps normal, quoi. J'ai tendance déjà à bosser pas mal. Donc non, non, c'est ça, honnêtement, cette période n'a rien changé pour moi d'un point de vue professionnel. J'entendais d'ailleurs, pour le citer encore, Franck Tillier, interrogé par je ne sais plus qui dans une vidéo, dire bah non, mais moi, vous savez, ma vie, c'est déjà d'être confiné devant mon ordinateur toute l'année, et il a raison. Quand on est auteur à temps plein, c'est ça l'essentiel de notre quotidien, hein, C'est vrai qu'on c'est imagine mal d'être un auteur dire j'ai arrêté d'écrire. ben, c'est ça. Puis Ouais. alors non, après, on peut s'arrêter dans une période pour d'autres raisons. Mais là, bon, après, oui, ben, après, il pourrait y avoir d'autres raisons, hein. J'aurais pu avoir 15 enfants qui tous étaient à la maison et que ça devienne l'arche de Noé chez moi et que je puisse pas. Oui, alors Ouais. effectivement, voilà. Mais c'était pas le cas. Donc je n'ai pas été confronté à cette problématique-là. Mais voilà, non, en l'occurrence, moi, ça n'a ni été une source d'inspiration, ni changé grand-chose à ma routine. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous présenter tes premiers romans, Les Marcheurs et La Lame? J'ai Alors, vu passer cette oui, je vais en question-là tout à parler. l'heure. Alors, les marcheurs, Alors, j'ai cru comprendre que Les Marcheurs, tu l'avais pas avec toi, j'ai cru comprendre. oui, voilà, mais je ne sais pas pourquoi il a disparu dans le bordel de mon bureau il y a quelques jours. Donc, voilà, bon, introuvable. C'est pas grave. Et je le retrouverai, hein, mais je ne l'ai plus. Non, parce que je te parle avec le regard figant, parce que je cherche en même temps. J'ai déjà Non, fait non, mais y a pas de l'exercice tout à souci. l'heure, et il n'y a rien à faire. Bah, c'est pas grave, je vais en parler quand même. Donc, les marcheurs, alors, qui, dans une première version, édition, s'appelait Non-Stop, mais qui, édité, réédité en poche par la Mécanique Générale, c'est voilà, alors, une fois de plus, c'est pas mon choix, hein, c'est le choix de l'éditeur, mais je l'ai accepté parce que je trouvais que c'était un retitrage plutôt bon, euh, plutôt très bon, et donc voilà, euh, parle d'une menace terroriste très très difficile à juguler. Alors il est un peu difficile en pitchant ce bouquin de ne pas spoiler l'histoire Ouais. parce que voilà, parce que tout est un peu. Mais ce que je peux faire, c'est juste raconter les premières pages. C'est un type à New York qui, comme tous les matins, sort de son immeuble et marche vers son métro qui est à Union Square, qui est en plein centre de Manhattan, euh, pour prendre son métro et aller au boulot. Ouvre sa boîte aux lettres avant de s'élancer hors de chez lui. Il y a une enveloppe, il l'ouvre. Le truc est un peu débile, il ne comprend pas grand-chose à ce qu'on lui raconte. Il le garde quand même avec lui. Il marche jusqu'à son métro. Il descend les escaliers. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont déjà allés à New York, connaissent le métro new-yorkais, mais va jusqu'à sa plateforme, s'arrête, quelques secondes se passent et il explose. Voilà. Et au même moment aux États-Unis,
des dizaines, des centaines, des milliers d'autres personnes connaissent exactement le même destin. Voilà. Et donc, se met en place une espèce de complot complètement titanesque et dantesque qui va ébranler tous les États-Unis jusqu'au sommet de l'État. Voilà, j'en dis pas plus non plus, mais voilà, donc un truc impossible quasiment à arrêter. Euh, et donc, J'imagine. un flic du NYPD, tout simplement, il n'est pas un grand flic, on va dire, c'est juste un flic ordinaire de la police new-yorkaise, mais qui se trouve à proximité, est le premier à intervenir, et donc du coup se saisit de l'enquête. Et évidemment, tous les autres services de sécurité, on va dire, gigantesque bouclier sécuritaire créé aux États-Unis après le 11 septembre, va se mettre en branle. Le Homeland Security, principalement, le FBI, évidemment aussi, mais aussi tout ce millefeuille administratif et sécuritaire qui a donc été établi suite au 11 septembre par George Bush Jr., quoi. Voilà. Donc voilà D'accord. ce dont ça parle. C'est un assez gros pavé, mais moi je l'ai vraiment conçu en l'écrivant parce que j'étais amateur de cette série comme une saison de 24 heures chrono. Donc voilà. Ouais. Mon but c'était vraiment que ça rebondisse, ça cavale, etc. Un peu avec cette énergie-là. Voilà. Donc, et le deuxième, là, est dans une énergie un peu similaire, mais quand même très différente, pour deux raisons. La première, un peu bizarre, on va dire, qui n'est pas si fréquente que ça, c'est parce que c'est un roman d'anticipation, mais très proche, hein. Ça se passe non pas aujourd'hui, mais en 2031, à la fois à Lagos, qui est la plus grande ville du Nigeria, et aussi la plus grande ville d'Afrique, et qui le sera a fortiori encore plus à cette période-là, à Paris et à Marseille. L'action commence véritablement à Marseille, où le corps d'une prostituée est retrouvé dans une cité qui s'appelle la Solidarité, dite la Soli, dans les quartiers nord, fameux quartier nord de Marseille. Un officier de la PJ marseillaise, donc le fameux évêché dont je parlais tout à l'heure, va sur place. Elle a été massacrée, hein, cette pauvre fille. Il cherche à savoir pourquoi. Et de fil en aiguille, il va remonter sur un très vaste réseau, mais qui n'est pas qu'un vaste, beaucoup d'autres trafics, notamment le trafic d'êtres humains. Euh, Au même moment à Paris, le président de la République en exercice, qui s'appelle Bako Jackson, qui est un peu le Barack Obama français, il a été élu en D'accord. 2027, un peu sur cette image et cette promesse symbolique-là. Et il vient d'annoncer qu'il va être candidat à sa propre réélection. Et toujours au même moment, à Lagos, la fameuse grande ville nigériane, qui est vraiment en bord de mer, et sans aucune digue pour la protéger de la montée des eaux, a ce qu'on appelle une vague submersion qui submerge les quartiers les plus modestes et qui projette sur les routes d'Afrique des centaines de milliers de réfugiés climatiques. Voilà. Ces trois phénomènes, ces trois événements vont se télescoper de manière plutôt brutale, on va dire, et tous liés par un concept, on pourrait dire un concept, puisque c'est la lame dans toutes ses acceptions. C'est la lame au sens purement physique, hein, de la lame de couteau qu'on voit sur la couverture, mais c'est Oui. aussi la lame au sens météorologique, hein, ou en tout cas marin, la lame vague. C'est la lame presque symbolique au sens lame de tarot, etc. etc. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un peu un pavé aussi, un tout petit poil moins. Et voilà. Et c'est un bouquin que j'avais Bah, vraiment écoute, très envie merci. d'écrire. Et je remercie Il y d'ailleurs a au justement une passage, je remarque de remercie en Sophie. l'occurrence. Ouais, qui dit quoi, Non, Sophie? excuse-moi, il y a un petit décalage. Il y a Sophie Dujardin qui dit un petit coucou en passant. Elle vient d'acheter les marcheurs cet après-midi Ah et elle ben, espère ne pas être déçue. j'espère aussi, c'est à toi de me le dire. Oui, Mais j'imagine. voilà. Mais là, je peux plus rien faire, hein. Tu sais, moi, je dis souvent que dans un bouquin, 50% du boulot est fait par le lecteur, hein. C'est à Ouais. lui d'arriver à s'immerger, de se représenter, de se projeter, à nous de faire bien notre boulot, bien sûr, mais à lui aussi quand même d'apporter son propre univers, son propre bagage, ses propres goûts, etc. Donc Et je- voilà, s'il n'est pas là, nos livres n'existent pas. S'il n'est pas un peu du sien, on peut déployer tout notre talent, en vain, c'est à perte. Donc voilà. À toi de jouer, Sophie. et, et, et- et fais-tu appel à des bêta-lecteurs, par exemple? Je t'ai pas bien entendu, Florian, pardon. Est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs? C'est souvent une question que je Ah, vois pardon, passer. non. Non, alors c'est pas du tout par présomption, hein, mais c'est que j'ai peut-être tout simplement pas trouvé mes bons bêta lecteurs. Je l'ai fait, je l'ai fait, on va dire, il y a longtemps, et j'ai quand même cette idée
un peu chevillé au corps que ben, qu'en gros, les éditeurs sont pas éditeurs pour rien, quoi. C'est pas méchant hein, de dire ça, Bien mais sûr, qu'en non, je comprends. gros, je veux dire par là qu'il faut un regard pro, quoi. Il faut un regard de quelqu'un qui bouffe du manuscrit à l'état de manuscrit, c'est-à-dire à l'état imparfait, à l'état qui reste à travailler à longueur d'année. Euh, la personne que tu vas filer, même un grand lecteur hein, qui est copain, ami d'amis, etc., à moins que ce soit à l'aveugle, qui ne sache pas que ça vient de toi, etc., d'une part, il va forcément avoir, ça va être biaisé, c'est-à-dire qu'il va avoir une espèce de filtre qui va se surajouter à sa lecture parce qu'il te connaît, parce qu'il connaît déjà ton univers, parce qu'il te connaît en tant qu'individu, d'une part. Et puis surtout, en tant que lecteur, euh, il aura un mal fou à prendre cette distance que c'est fort de prendre l'éditeur. En tout cas, les bons éditeurs. Euh, Bien sûr, je comprends. donc moi, c'est horrible, hein, mais je ne crois pas à la vertu du bêta-lecteur. Je n'y crois que quand je ne l'ai fait d'ailleurs, que quand véritablement la question a une compétence technique extrêmement spécifique et qui va pouvoir te corriger sur des bourdes évidentes que tu ferais dans son domaine de compétences. Tu vois. Je dis n'importe quoi, mais tu écris un bouquin où il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un bloc opératoire. Ouais, il est peut-être une bonne idée, d'une part, en amont, de te renseigner auprès d'un chirurgien, et d'autre part, en aval, de lui faire relire des parties qui le concernent, parce que tu risques d'avoir dit des grosses conneries, quoi. Oui, alors ça, dans ce cas-là, je l'ai fait, je trouve ça vertueux. Tu vois, ben alors je l'ai sous la main, donc ça tombe bien. Dans Disco, il est beaucoup question de glaciers, d'iceberg. J'ai effectivement consulté en amont un glaciologue et je lui ai envoyé quelques pages en aval parce que je voulais pas, voilà, je voulais que ça tienne la route, quoi, et que ce soit crédible hein, à tout point de vue. Mm. Donc là, oui, ça, je crois juste à ces apports ponctuels. Mais le bêta-lecteur, qui est là, c'est vraiment pas méchant, mais qui est un lecteur bêta, au sens où il amène son gros bon sens de lecteur. Ah bah lui, je l'ai pas aimé, hein. Enfin, tu vois, enfin, c'est con, hein, Bien sûr. c'est pas méchant du tout, mais, Non, non, mais on tu vas comprend. forcément avoir autant d'avis que le lecteur, tu vois ce que je veux dire. Donc non, quoi. À un moment donné, tu dois être un peu sûr et droit dans tes bottes et savoir que l'histoire que tu as envie d'écrire, c'est celle-là, quoi, tu vois. D'accord, Voilà. ok. Alors évidemment qu'il y aura des trucs imparfaits, et tant mieux en un sens. Et moi, je fais vraiment confiance à la fonction éditeur. Voilà. Mm. Désolé. Ok, après, non, non, pas de souci. Alors, il y a Valérie Guy, Céline Poré, Laurent Horloge et François Tolosan qui viennent de nous rejoindre. Donc, bonsoir à tous. Alors un bonsoir collégial. Voilà. Alors là, j'ai plus de questions pour le moment. Bah, écoute, t'as la parole, hein. Il y a pas, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. C'est la récré? Cool. Voilà. Allez, un petit. J'ai pas vu Laure passer encore pour dire apéro, mais ça ne devrait pas tarder, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un commentaire apéro. Qui dit Mais là, apéro, ouais. il est pas 19 h encore. J'ai pas d'idée. Non, bah Je écoute, sais je pas sais pas si tu comment on veux va trouver. rajouter quelque chose. Alors moi, je ne chante pas, je ne danse pas, je ne joue pas d'un instrument. Voilà, Ah, j'ai pas de compétences comme ça artistiques très développées autour. Tu sais, je ne dessine pas. Il y a pourtant, plein c'est la d'auteurs hein. coutume, hein. Tous les auteurs qui passent en live sur notre groupe sont obligés de chanter. Je sais pas si on Ah te l'a bon? dit, hein. Ah Non, 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 mais non, ça c'est niette. Non, parce que je suis désolé, je vais faire pleuvoir à Marseille à travers ah ben il a Internet. plu C'est hier. dommage, Il quoi. a plu hier. Il pleut. Ben alors, tu vois, la météo l'avait anticipé, il savait que j'allais chanter. Tu vois. Voilà. Bah Non, non, mais non, ça écoute, fait. J'ai pas du tout ces compétences-là. Moi, non, non, j'ai mais pas je beaucoup de plaisantais, hein. compétences dans la vie, à peu près écrire des bouquins, bon, faut croire, à peu près. Moi, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, je fais un peu de photos, mais vraiment en amateur éclairé, sans prétention pro, et puis voilà, ça s'arrête un peu à ça, quoi. Euh, Ouais, parce que voilà. justement, j'ai vu Mais je passer suis tout à l'heure. admiratif, hein, ouais, je suis sûr que je suis admiratif des auteurs qui arrivent à alimenter leur travail avec beaucoup d'autres talents et compétences, tu vois, qui sont aussi musiciens, donc ça leur donne des idées de sujets, ou ça leur permet de caractériser des personnages intéressants grâce à ça, ou je disais tout à l'heure, qui dessinent, ou qui, j'en sais rien, enfin, qui ont une autre compétence artistique ou pas artistique, ou autre d'ailleurs, enfin, tu vois, je sais pas, je pense à Mm. un auteur que je connais d'ailleurs pas à titre perso, mais qui a un très chouette garçon, et, qui est Patrick Bohen, qui est urgentiste, tu vois, donc voilà, ça, il y a une vraie compétence en dehors de ça. Bon, moi, alors oui, d'accord, j'ai été journaliste pendant 10 ans avant d'être auteur à temps plein. Tu vas me répondre, ta compétence, c'est d'être journaliste. Ouais, ok. Mais bon,
c'est quand même très très proche, tu vois, une vraie proximité avec le travail d'auteur. Donc c'est pas un truc si singulier que ça Ouais, je qui comprends. me, non, voilà, qui, une fois de plus pourrait alimenter mon travail d'auteur, quoi. À moins de faire des super personnages de journalistes, mais je les ai tellement détestés les autres journalistes quand moi j'étais journaliste. C'est tellement voilà, c'est tellement des gens que je trouve souvent imbus de leur petite personne. Et, tu vois, je trouve ça un métier magnifique, mais je trouve que c'est un métier Ouais, qui a tendance à gonfler le melon dangereusement. Donc il y en a voilà, certains un peu, ouais. ouais, on est Il d'accord. y a Corinne, il y a Corinne qui dit que c'est pas grave, tu peux chanter, elle est pas à Marseille. Je ne sais pas quoi Sinon, chanter. On peut parler de goûts sinon une musicaux. question. C'est Bah, pareil, j'ai par des goûts exemple. hyper éclectiques. J'ai des goûts, c'est comme les bouquins, c'est comme le cinéma, c'est comme beaucoup de choses. J'ai des goûts, mais qui ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Si je te fais une playlist, il y aura du rock et de la pop anglaise, de la bossa nova, du classique, du jazz. Euh, Tu vois, je Ah, sais c'est même très pas, très varié, de quoi. la soul, évidemment, de la chanson française, bien sûr. Enfin, voilà, alors il y a des trucs qu'il n'y aura pas trop. Bon, techno, peut-être, il n'y aura pas trop de métal et voilà, deux, trois trucs comme ça. Bon, je suis moins client. Mais sinon, il y aura vraiment de tout, quoi. Donc, voilà. Donc tu vois, si je devais choisir un truc, voilà, je ne saurais pas quoi choisir. À part un générique D'accord. Il y a d'émission, une. tu vois, je ne sais pas, un générique de film ou d'émission. Je Ah peux ouais. faire le générique. Si, à une époque, je faisais très bien en chœur avec des gens. Il fallait le faire en chœur. Moi, je faisais ça au lycée, mais alors là, je vais parler à des gens plus vieux que ton âge, donc toi, tu vas pas te souvenir. Si des gens sont de ma génération, ils se souviennent peut-être comment dire, comment s'appelait cette émission sur les animaux? Le monde des animaux? Non, si, c'est ça. La vie secrète des Euh, animaux, non, c'était pas ça? La vie secrète des animaux, c'était pas ça? Non, 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 c'est pas ça. Non, non, cette émission qui passait tous les dimanches sur TF1, je crois. Et il y avait un générique qui était très drôle, enfin assez drôle. Ça faisait pom, 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 Ah pom, oui, oui, pom, oui. pom, 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 ta, 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 ta. Voilà, tu vois, je chante très mal. Et illustration. Et voilà, donc les gens de ma génération se souviennent de ce générique magnifique. Voilà. Ça me parle Merci ce Florian, je générique. suis totalement ridiculisé, je te remercie. Mais non, t'inquiète, on est en bonne compagnie ici, hein. Alors, il y avait une question que j'ai perdue. Euh, une question qui était intéressante. Les couvertures sont-elles intégralement proposées par les maisons d'édition ou c'est toi qui les soumets en idée? Non, enfin, si, il arrive exceptionnellement qu'un auteur et soumette et obtienne gain de cause, mais c'est vraiment un domaine, on va dire, dans le marketing du livre, parce qu'il y a un marketing du livre, hein, c'est une industrie, il ne faut pas l'oublier, qui vraiment dépend justement de l'éditeur et chez l'éditeur, on va dire, du marketing. C'est même pas l'éditeur au sens de la personne, ton éditeur, ton éditrice, même si c'est l'intermédiaire avec qui tu en discutes, mais bien souvent, c'est décidé. Dans ce truc un peu opaque qui s'appelle le marketing de ton éditeur. Et c'est eux qui généralement font les propositions avec un studio graphique qui est en interne ou externalisé. Alors on te demande ton avis, mais on te demande ton avis, quoi. Tu vois, tu as rarement le dernier mot sur la couve. Alors quand tu es content, tant mieux, tu es content. Quand t'es pas content. Et puis, T'es pas moi je dis content. souvent que dans le rapport avec l'éditeur, l'auteur ne peut pas gagner sur tous les fronts. C'est-à-dire que il peut tu vois, se battre pour le titre, parce qu'il y a plein de sujets qui font objet à débat. Il y a le titre, il y a la couverture, il y a des éléments du texte, il y a quels moyens on met pour faire la promotion, enfin, il y a plein de trucs tu vois, qui font objet de tractation comme ça en coulisses, et, en amont de la sortie. Et donc tu peux pas gagner sur tout, quoi. Donc à moins de t'appeler, tu vois, Guillaume Musso ou je sais pas qui, ou Maxime Chatham, tu as peut-être sans doute plus de pouvoir, tu vois. Mais quand tu voilà, pas cette notoriété-là, bah, ton éditeur t'écoute que d'une demi-oreille, et donc tu peux pas avoir gain de cause sur tout. Pour être honnête, tu n'es pas forcément compétent sur tout à tous les coups non plus. Enfin, tu peux avoir des idées dégueulasses et puis que ton éditeur ait raison. Hein, faut Ouais. pas Alors moi, voilà, parfois je suis très content. Honnêtement, un des livres dont j'ai été le plus content, alors ah si, j'ai le grand format, pardon, parce que c'est encore plus probant et flagrant, c'est celle-là. Honnêtement, cette couve, elle est juste magnifique. Il y a tout dans la couve, il y a exactement ce qu'est le bouquin. Euh, la typo est parfaite, enfin, le visuel, j'en parle même pas. Enfin, elle est juste, moi je la trouve
Après, toi, tu vas peut-être trouver médiocre et d'autres aussi, mais peu importe. Moi, honnêtement, j'en étais extrêmement satisfait. Et je sais qu'elle a eu un impact fort parce que, d'une part, elle a été reprise je fais un geste comme ça parce que figure-toi que l'affiche avec cette couve est juste là, affichée à côté de mon écran d'ordinateur dans mon bureau. Et elle a été dans des gares, etc. Et je sais qu'elle a eu un impact fort et qu'au début, quand c'était le premier de cette série, pour Momalo, beaucoup de gens me disaient waouh, mais elle est incroyable et elle vient d'où ces... J'ai eu des dizaines de mails, de messages de gens me demandant où on avait trouvé la photo, si c'est moi qui l'avais faite, etc. Donc D'accord. vraiment, elle avait un impact extrêmement fort. Donc ça prouve un truc dont j'ai toujours été persuadé, hein, c'est que la première vitrine d'un livre, le premier argument marketing, c'est sa couverture. Et c'est Bien extrêmement sûr, important. C'est-à-dire que vraiment, une couverture ratée, mais ça te fait perdre 50% de ton lectorat, quoi. Alors, une j'imagine, fois de ouais. plus, pas quand tu as un nom qui se vend tout seul. Mais quand c'est pas encore ou pas le cas tout court, ta couve est extrêmement importante. Ouais. Et Ouais, bah, malheureusement, pour répondre à ce qui était la question de départ, toi, en tant qu'auteur, tu n'es qu'un maillon de la chaîne, quoi. Voilà. surtout que moi, je choisis mes bouquins en fonction de la couverture, souvent. Ah, mais c'est ce que je te dis. Enfin, tu sais comment ça se passe, hein, dans une librairie, c'est ce qu'on appelle le facing, c'est-à-dire la surface de bouquins exposés, mis en place. Donc, déjà, il faut que tu aies de la surface, c'est-à-dire plus d'un bouquin mis en place. Ouais, Deuxième temps, la couverture, ce qu'on vient de dire. Troisième temps, la quatrième. Tu vois. Il faut que la quatrième soit intéressante, percutante, détaillée mais pas trop, spoilant mais pas trop, etc. Voilà. Donc il y a ces trois temps. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que les temps un et 2, c'est au milieu d'une offre pléthorique, d'une part, et ensuite, c'est le temps que chacun, chacun prend pour accrocher l'œil de quelqu'un qui passe, mais c'est un centième de seconde, quoi. Donc tu vois, ça tient à un nombre de paramètres extrêmement ouais, c'est rapide. importants, et puis surtout, enfin, tu vois, extrêmement ténus, quoi. Donc, bon, c'est une extrême école de modestie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu as conscience de tout ça, tu te dis, oulala, mais avant même que les gens donnent sa chance à mon texte, il y a toutes ces grilles-là, Tous ces tous ces paramètres, ouais. et surtout, tu n'as aucune prise, aucune. Je te dirais même un truc encore plus horrible. Alors ça, les copains auteurs, si vous n'êtes pas au courant, bouchez-vous les oreilles, mais en l'occurrence, il faut déjà que ton bouquin arrive sur les tables du libraire. C'est qu'il arrive même, Ouais, malheureusement, sont tellement débordés, ton bouquin sort jamais du carton et il retourne chez ton diffuseur-distributeur sans sortie, quoi. Ça arrive. non, Et alors là, malheureusement, il ouais. faut savoir parce que tu vas t'acheter une corde directement, quoi. Il y a une bonne remarque de Valérie qui dit que les quatrièmes de couverture sont aussi très importantes, mais qu'elle trouve qu'elles sont de plus en plus spoilantes. Oui, parce que justement, il y a une forme de. Elle a raison. J'ai sans doute aussi, enfin, collectivement, moi, mes éditeurs, on a sans doute péché aussi sur ce point-là, certaines fois, pardon. Euh, c'est un truc, c'est un équilibre extrêmement. Hop là, C'est comme mon téléphone qui est tombé. il n'y a pas de Voilà. souci. Tu vois, c'est dingue. Au moment où je dis équilibre, le téléphone tombe. Celle-là, c'est grandiose quand même. Ouais, pas sur le niveau. Bon. C'est bon. Euh, et je disais donc que c'était un équilibre extrêmement fragile, illustration. Et en l'occurrence, entre le trop et le pas assez, quoi. Il faut en donner assez pour que le lecteur ait envie, comprenne l'univers, le début de l'enjeu, etc. Et puis pas trop pour qu'évidemment ils ne disent pas, comme dans une bande-annonce de film, hein, tu sais, on s'est tous déjà fait la réflexion en allant au cinéma en voyant les bandes-annonces. Ouais, putain, Ah, il souvent, y a ils ont surtout montré. tout ce qui avait de drôle était dans la bande-annonce, quoi. Et ben, une C'est ça, quatrième ouais. de couve, c'est pareil, quoi. Voilà, il faut pas en donner trop non plus, elle a raison. Mais je peux te dire que tu t'arraches un peu les cheveux, c'est très dur comme exercice, très très dur. C'est J'imagine, l'exercice du ouais. résumé, hein. On a tous au lycée fait l'exercice de résumé de romans ou de textes. C'est super dur, franchement. C'est pas un truc facile du tout. Donc, et on peut se planter. Ouais. Des Mm. grandes maisons, des auteurs, hein, voilà, personne n'est à l'abri. C'est clair. Donc là, il y a Par rapport Céline, pardon, qui est. Oh, Ouais, pardon, vas-y. excuse-moi. Non, non, je disais que c'est juste pour compléter ce que je disais sur les copains auteurs et sur les librairies. Le truc à ne jamais faire, mais qu'on fait tous au début, hein, c'est d'aller dans les librairies le jour J, une semaine après la sortie de ton bouquin.
C'est du masochisme pur. C'est-à-dire que ce sera jamais comme tu t'y attends, ce sera jamais comme tu l'espères. Il n'y en aura jamais autant que tu le veux. Euh, Si tu te présentes au libraire, euh, tu pourras être charmant, mais en l'occurrence, tu ne seras pas accueilli avec le tapis rouge. Voilà, il ne faut pas. Surtout, je vous en prie, auteurs débutants, si vous m'écoutez un jour, n'allez pas dans les librairies la semaine de la sortie de votre bouquin. C'est vous faire du mal pour rien. Voilà. Il y a justement une remarque de Céline Poré qui dit, mais parfois les libraires, pardon, demandent le livre mais ne l'ont pas. Je ne suis pas sûr de comprendre en fait sa remarque. Mais parfois les libraires demandent le livre mais ne l'a pas. C'est-à-dire peut-être des fois les Alors, libraires demandent le livre et l'édition ne l'envoie pas peut-être. ouais, quand ils en font vraiment la demande, c'est rare. C'est quand même le boulot du diffuseur-distributeur. Après, tout dépend de cet intermédiaire qui s'appelle donc le diffuseur-distributeur, qui parfois même dans certains cas sont deux acteurs différents, qui s'intercalent entre l'éditeur et le libraire, qui en gros font la commercialisation d'une part, donc la démarche commerciale, puis après le transport, le stockage, le transport des bouquins. Euh, Eux, en principe, s'ils font bien leur boulot, c'est leur métier d'assurer le fait d'achalander les libraires. Donc, mais les libraires font un choix aussi, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils sont démarchés commercialement par le diffuseur et ils choisissent de prendre tel ou un tel, de ne pas prendre un tel. Enfin voilà, ils sont libres, hein, ils sont leurs patrons chez eux. Pardon, ils agrémentent leur rayon et leur table comme ils le souhaitent. S'ils n'ont pas envie de te prendre, ils ne te prennent pas. Hein. J'ai eu une interruption, excuse-moi. Tu disais quoi? Oui, non. Annie Bryce qui disait si tu pensais que le résumé du livre était important. Bah oui, on en a parlé, c'est la quatrième. Hein, c'est qu'effectivement, Oui, oui. c'est extrêmement important. Alors c'est important sur le livre, mais c'est important sur les autres supports. Les autres supports, c'est quoi? C'est les sites Internet, ce qui va être repris par tous les gens comme toi, notamment blogueurs, critiques, etc., qui vont prendre ça comme référent pour parler de ton livre. Euh, c'est, c'est un peu comme une biographie pour quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? C'est que le truc qui va rester dans le livre, quoi. Voilà, donc il faut en avoir conscience, c'est que c'est dans la durée ce qui va faire référence pour parler du livre. Donc c'est important à long terme. Voilà, bon, c'est important, c'est pas mort d'homme, hein, je veux dire, très relatif, hein, voilà, oui, effectivement, c'est ce qui va définir la manière dont les gens vont percevoir ton bouquin. Il y a Céline qui apporte une précision sur son ancienne question sur les libraires, qui dit que parfois ils demandent des SP pour pouvoir le lire. Alors, non en SP pour pouvoir lire et mettre le livre en avant. Donc, je pense que c'est les libraires qui parfois demandent un SP pour pouvoir lire le livre, pour pouvoir le mettre en Ah, avant, mais ne pardon. l'ont pas. Je Pardon, pense que j'avais ça mal doit être ça. compris. Ok, Non, d'accord, non, mais j'avais elle vient mal de compris. préciser. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Ouais, ouais. Oui, alors ça, ben ça c'est la discrétion des éditeurs. C'est vrai que je me mets un peu à leur place. Il y a combien de libraires en France? Quelques milliers, en tout cas, quelque chose de l'ordre entre 5 et 6 000 de points de vente. Euh, c'est juste pas possible. Enfin, ou même plus que ça, d'ailleurs, je dois être très en dessous de la réalité. Euh, je suis peut-être là, c'est peut-être juste les premiers niveaux, comme on dit, c'est-à-dire les libraires indépendants. Euh, Tu peux pas, enfin, je veux dire, t'imagines, si chaque éditeur devait déjà imprimer 5 ou 6 000 exemplaires juste pour servir en SP à tous les libraires, mais enfin, je veux dire, il mettrait la clé sur la porte directe, ça coûte trop cher. L'impression coûte trop cher. Donc bon, tu vois, je comprends les libraires qui sont pas contents parce qu'ils n'ont pas de SP, je comprends aussi l'éditeur qui économiquement peut pas faire ça, quoi. Tu vois, Ouais, bien sûr. même pour un gros auteur, tu vois, même pour un auteur qui vend déjà beaucoup. Pour eux, c'est pas rentable, c'est pas possible, ça coûte trop Ouais, cher, quoi. je m'étonne, ouais. C'est vrai que ça doit coûter cher quand même. Mais oui, Bah écoute, c'était la dernière question que j'avais, la dernière remarque. Non, j'ai d'accord. Valérie qui dit d'où le grand intérêt des lives pour découvrir les auteurs. Ben ouais, on est d'accord. Mais je n'étais pas encore en ligne tout à l'heure, ce que je te disais à toi personnellement, c'est qu'en gros, je trouverais bien que ça se pérennise, mais que ça se pérennise de manière moins concentrée, tu vois. Là, on a été très nombreux en tant qu'auteurs à être beaucoup présents sur beaucoup de Mm. plateformes, beaucoup de groupes et de blogs, etc. Mais je trouverais intéressant qu'effectivement, au fil de l'eau, sur une année, ouais, c'est un truc qui se pérennise, quoi, que régulièrement,
qu'on fasse des coucous comme ça pour parler, mais alors, Bien du coup, sûr. peut-être moins de manière générique sur notre travail d'auteur, plus spécifiquement sur le bouquin qu'on vient de Sur une sortir, thématique. Ouais, voilà. oui, sur une thématique, sur l'univers qu'on a abordé avec ce bouquin, peut-être les personnages pour ceux qui l'ont déjà lu ou pas. Enfin, et ça, je trouverais ça intéressant, tu vois. Voilà. Mm. Je disais, hein, je vais pas faire de la pub pour la concurrence, mais que j'en avais un justement prévu le 28 mai pour la sortie du tome 3 voilà, de cette série-là, qui va donc s'appeler Mook. Et voilà, je trouve ça bien, je trouve ça chouette qu'on ait ces occasions-là. Voilà. En tout cas, merci. Moi, je trouve ça cool d'avoir fait ça une fois de plus. Bah, de rien, c'est normal, hein. Moi, comme j'ai dit, là, les lives, ils sont tous les jours de la période de 18 h jusqu'à fin mai. Mais après, en juin, on verra si on Ouais, renouvelle l'opération, mais ce sera beaucoup plus espacé, effectivement. Ce sera pas tous les jours. oui. Bah, ça vous demande du boulot à vous aussi, hein. Bah oui, puis bon, c'était surtout la période, voilà, les gens étaient chez eux, ils étaient Oui, bien contents. sûr. Enfin, là, après, avec le boulot et tout ça, 18 h, c'est pas Ouais. forcément facile non plus. Donc, Oui, c'est voilà. vrai, bah, tu vois, j'y ai pas pensé. C'est vrai que j'avais donné ça encore dans l'esprit du confinement. Et c'est vrai que là, les gens ont dû commencer à prendre le boulot. Et, Voilà, c'est pour ça. Donc, pourquoi pas on deux refera. ou trois par semaine, pas plus, quoi. Si je t'ai pas trop saoulé, on refera. Bah non, au contraire, tu reviens quand tu veux. Et puis, si tu veux venir parler de ton livre aussi, il n'y a aucun problème. Ah bah c'est gentil, c'est cool. Je Ou note. même, on peut aussi faire une rencontre spéciale sur, par exemple, je sais pas, pour tous ceux qui ont lu La Lame, voilà, on fait un live spécial où tu parles d'eux, Ouais, ouais. Bah ou écoute, tu parler d'un sais quoi? roman. Bon, On va attendre, je vais attendre de voir ce qu'il en est pour Prix de Véché, même si je me fais pas de film. Mais peut-être, ouais, ce sera peut-être l'occasion. Enfin, ouais, de toute façon, il n'y a pas de souci, on reste en contact. Florian, il faut super, pérenniser. Oui, oui, bah, il n'y a pas de souci, on a on va raison. gérer ça. Je suis d'accord En avec tout elle. cas, merci en tout cas d'être venu. Alors, je sais pas s'il y a d'autres Merci encore questions. à toi et à Nathalie qui a participé. Bah, de rien, Bah, avec plaisir. je tends le témoin à l'auteur suivant. C'est qui le prochain ou la prochaine? Ce soir, c'est Sébastien Didier, si je me souviens bien, à Ah oui, 21 h. je le connais pas. Je crois qu'on s'est vaguement croisé dans un salon il y a un an, qu'à hier. Ça me dit quelque chose, mais je suis même pas sûr. Donc, ah Donc ben, voilà, voilà, bonne un nouvel surprise. auteur à découvrir ce soir. Exactement. Ah ben, merci Voilà. encore. Bon, en tout cas, bah, merci à toi. Et puis, ben, bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Ouais, à bientôt.